Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café confiné en cette période de coronavirus. Et celui-ci est un peu exceptionnel puisqu'on est avec le maire de Tours, Christophe Boucher. Christophe Boucher, bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous après 15 jours de confinement maintenant, déjà personnellement? Oh ben moi je vais bien, je suis là en bonne santé, toute ma famille en bonne santé, pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui, donc tout va bien, un petit peu dans l'inquiétude, hein, parce que on sait que la région Centre-Val de Loire et Tours n'ont pas encore reçu la grosse vague d'épidémie, donc c'est vrai que l'anxiété commence à monter, d'autant que les nouvelles globales sont pas bonnes, tant en matière de statistiques chez nos voisins italiens ou espagnols, donc, ou dans le Grand Est. Donc, on voit bien que la situation est extrêmement grave, donc un peu inquiet. Comment on gère justement une crise comme ça au sein de la mairie de Tours? Donc, il y a une cellule de crise qui a été mise en place, il y a des services qui sont en formation légère, on va dire. Il y a beaucoup de monde qui est en Alors, télétravail. alors d'abord, il y a 350 personnes sur 2200 qui travaillent aujourd'hui pour la mairie. 150 sont présentes sur le terrain ou dans les locaux et 200 sont en télétravail. Tous les jours, pendant 2 heures, on a une cellule administrative de crise à laquelle je ne participe pas volontairement, qui est vraiment la gestion quotidienne de toutes les situations qui sont liées à l'épidémie, dans lequel il y a le directeur général de service et ses deux adjoints, dans lequel il y a le directeur général des services techniques, la direction de la communication, pour ensuite mettre en forme les politiques qu'on arbitre en fin de matinée, et puis la première adjointe, Marion Nicolet-Cabane, qui participe, représentant les élus, d'une part, et puis d'autre part, c'est elle qui, tout au long de l'année, travaille au Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui est un élément important du dispositif, hein, pour toute l'action sociale, mais aussi pour le CCAS pilote notamment 4 EHPAD publics municipaux ou d'autres maisons de retraite, foyers, etc. Donc c'est un rouage important du dispositif. Et puis en fin de matinée, une fois que la cellule s'est réunie, elle a une série de conclusions que j'arbitre le cas échéant, et puis qu'on met en configuration dans l'après-midi. Je m'astreins aussi à parler au Tourangeau tous les jours à 18h avec une petite pastille sur Facebook et sur les réseaux sociaux à 18h. C'est Et important de garder puis, ce contact-là? ah oui, c'est important. Alors, ce qui est le plus important, et je profite de ce moment, c'est on a aujourd'hui, vous savez, on a 140 000 habitants, on a à peu près 30 000 personnes âgées, plus de 65 ans. Donc statistiquement, il faut le rappeler quand même, c'est les personnes âgées qui sont le plus en danger. Oui, évidemment, on a appris avec grand malheur le décès d'une adolescente de 16 ans. Oui, il y a quelques trentenaires ou quadragénaires qui sont intubés et qui sont dans des situations compliquées, mais statistiquement, on sait que c'est des personnes âgées qui sont Tout à fait. vraiment en danger. Donc, leur rappeler systématiquement, et souvent je m'adresse une fois sur deux, une fois sur trois, je m'adresse à elles, parce que bien comprendre, toujours répéter, parce que ça ne rentre pas toujours dans les esprits, que le virus se déplace avec les personnes. Donc les personnes âgées ne doivent recevoir personne chez elles. Et quand elles rentrent chez elles, si elles sont en couple, ou si quelqu'un de la famille, un enfant, rentre chez la personne âgée, vraiment avoir toutes les mesures d'hygiène, de nettoyage des mains, du visage, etc. Si un livreur vient, rappeler que si un livreur vient, poser le colis à l'entrée, ne pas le toucher, attendre plusieurs heures et ensuite passer, si besoin, un petit peu d'alcool ou où il y a des produits qui se vendent en supermarché, des lingettes spécialisées, bien désaffectées. Si on rentre du marché, ne pas consommer les légumes et les fruits et les nettoyer. Mmh. D'abord les nettoyer avec de l'eau légèrement vinaigrée. Bon, j'aime à rappeler tous ces sujets-là parce que, évidemment, vous savez que la pédagogie, vous qui êtes professeur, Mathieu, c'est l'art de la répétition. C'est l'art de la répétition. Donc, ne pas perdre le lien. Et puis, il y a des questions que les Tourangeaux se posent beaucoup, des questions très quotidiennes. Les poubelles, hein, qui est un vrai sujet. Par exemple, les marchés, qui est un sujet aussi brûlant, éventuellement la garde pour les enfants des Pour les enfants soignants. également. Bref,
Voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont tous les jours et qui changent tous les jours, voire toutes les heures. Aujourd'hui, la situation est plutôt sous contrôle à Tours. Vous l'avez dit, on n'est pas encore au pic de l'épidémie, mais les choses se passent plutôt bien, j'ai l'impression. Non, non, je serais plus mesuré et plus prudent. Aujourd'hui, les régions de l'Ouest, du Grand Ouest, sont modérément touchées. Malheureusement, il n'y a aucune raison qu'elles ne le soient pas. Donc, comme on est modérément touché et qu'on est rentré en confinement en même temps que les autres, on peut espérer que ce confinement ait des effets beaucoup plus positifs qu'ailleurs. Mhm. On l'espère comme ça. Toutes les mesures ont été prises pour que, le cas échéant, et si la crise épidémique devait être la même que dans les autres régions, elle soit jugulée ici, tant à la fois par le CHU, tant que par les médecins de ville. C'est pour ça que vous avez vu qu'à Tours, mais dans le département, mais spécifiquement à Tours, on a ouvert 4 centres soins dédiés, qui sont très importants, dont je rappelle là aussi le mode d'emploi, parce que des fois le mode d'emploi est plus important que le dispositif. Enfin, les deux se combinent en tous les cas. Il faut d'abord appeler son médecin de ville, son médecin traitant. Si on n'a pas de médecin traitant, ce qui peut arriver, à ce moment-là, appeler au numéro vert ou le 15. Mais d'abord, si c'est possible, le médecin traitant. Et c'est le médecin traitant qui redirigera son patient, celui qui connaît, vers l'un des centres dédiés de soins qui sont à 3 endroits stratégiques de la ville. Ça permet d'éviter d'engorger la chaîne d'urgence, en effet. Oui, et ça permet de ne pas contaminer les salles d'attente, parce qu'il y a encore des citoyens qui ont besoin d'aller chez le médecin pour d'autres pathologies, pour d'autres raisons médicales, donc qu'ils n'apportent pas le virus dans la salle d'attente. Vous parliez tout à l'heure de la cellule de crise qui a été mise en place à la ville de Tours. Au niveau de la métropole, vous parliez des déchets également, qui est une compétence de la métropole. Comment la collectivité est gérée aujourd'hui? Bah, les collectivités sont gérées ensemble, hein, parce que je pense que le citoyen, il se moque un peu de savoir si c'est à la mairie ou à la métropole. Tout à fait, oui. Il y a encore beaucoup de personnes, des fois des élus, qui ne savent pas où sont les compétences de l'une ou de l'autre. Donc il faut y faire attention. Donc il y a une cellule ad hoc dédiée à la ville, et puis une cellule dédiée à la métropole sur chacune de ses compétences. Mais le maire de la ville-centre que je suis, lui, il doit agréger les deux pour donner les directives, les indications, les informations aux autres. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit peu de politique. On dit souvent la communication. Là, on s'aperçoit que dans une crise comme celle-là, de ne pas avoir les vecteurs de communication, de ne pas avoir les tuyaux spécialisés pour atteindre les personnes, c'est un vrai danger. Moi, j'en tirerais cette conclusion. Une des conclusions de cette crise, ce serait là, c'est comment le maire de Tours, en situation de crise, est sûr de s'adresser, de pouvoir contacter les 139 000 Tourangeaux. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, parce qu'aujourd'hui, on est débordé par le système d'information, par les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, bref, tout ce que tout le monde connaît. Et on s'aperçoit que il y a encore beaucoup de gens qu'on n'arrive pas à contacter. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, moi, sur des marchés, que je rencontre dans la rue. Moi, je suis dans ma rue, pour vérifier si l'information parvenait chez les gens. On s'aperçoit que les gens, voilà, n'ont pas cette information-là. Donc ça, c'est vraiment une des conclusions qu'il faudra tirer demain de l'épidémie, c'est être sûr, parce que ça peut avoir un sens et ça peut avoir une utilité, la preuve, qu'on est capable de s'adresser en urgence aux 139 000 Tourangeaux. D'accord, donc là vous revenez un petit peu sur les critiques qui avaient été faites pendant la campagne. La campagne justement, Non, la campagne, elle est arrêtée pour l'instant? souvent, en conseil municipal, un sujet qui était rabâché, rebattu, c'est les dépenses de communication. On vous a accusé en effet, voilà, d'avoir fait beaucoup de communication sur votre nom. Voilà. Non mais on le redit pour les lecteurs qui n'auraient pas suivi. Donc voilà, accuser, c'est peut-être voilà, mais cette notion de pouvoir toucher les personnes, où qu'elles soient, elle est importante, et on s'aperçoit qu'effectivement, il faut déployer, c'est le monde moderne est ainsi, il faut déployer des trésors d'inventivité pour pouvoir bien communiquer. Et ça sera vraiment, et je pense que d'ailleurs, dans le dispositif municipal,
il manque un rouage essentiel de cette communication Tout à fait. autour dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque immeuble. Il va La, falloir y réfléchir. la mairie, c'est justement l'échelon de proximité par excellence. Là, c'est les premiers concernés par cette épidémie, c'est ceux qui mettent en application ce qui est décidé. Ça joue aussi sur la façon de voir les choses, ça, ces périodes de crise, justement. Oui, oui, ça joue. Bon, alors d'abord, redire aussi, j'en profite, Mathieu, pour dire que j'ai étendu la plage horaire du standard de 8h à 20h, Mm. 7 jours sur 7, hein, de façon à être... Le téléphone reste pour beaucoup un moyen. Internet, les moyens modernes, on ne sait pas tous les utiliser, il y en a une foultitude. Aujourd'hui, il y a une foultitude de messageries, de réseaux sociaux, etc. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on ne les utilise pas, ou pas bien, ou pas tous, et qu'il y a plein de personnes, qu'elles soient âgées ou moins, hein, qui n'ont pas du tout envie. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique, mais ça aussi, l'épidémie, elle nous permettra de faire un bilan très pointu de la fracture numérique. Il y a des choses Euh, qui changeront forcément après cette crise. oui, ben, je l'ai dit, la communication changera. La fracture numérique, il faudra se poser la question de façon intelligente. Ça nécessite beaucoup de moyens, c'est peut-être ce qui nous fait pas reculer, mais ne pas suffisamment avancer. Mm. Et on voit bien que c'est pas, le numérique n'est pas la solution. Voilà. Aujourd'hui, il y avait deux solutions. On faisait produire à l'extérieur, au Vietnam, en Chine ou que sais-je. C'était la solution au libéralisme. Et une des deuxièmes solutions, c'est on va tout passer au numérique. C'était ça, en fait, les Ouais, bien deux sûr. axes puissants des politiques générales du monde occidental. On s'aperçoit que, bah, il va falloir penser à relocaliser certains produits de première nécessité concernant la santé ou l'alimentation. L'armement, c'est un petit peu différent parce qu'on voit bien que, enfin, en tous les cas pour la France, c'était un peu plus localisé. Mais là, il faudra le relocaliser. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, sur le numérique, se poser aussi les bonnes questions parce que le tout numérique, ça fonctionne, ça peut pas fonctionner. Alors, peut-être que le tout numérique sera vrai en 2050, mais entre aujourd'hui et 2050, il reste beaucoup d'années et beaucoup de gens qui vont encore vivre pendant 10, 20 ou 30 ans. Ça reste Donc, qu'un outil parmi d'autres, oui, tout à fait. ça reste un outil parmi d'autres et il va falloir quand même qu'on se pose les bonnes questions sur ces sujets-là. Souvent, on dit, ben, allez voir sur le site de la ville, sur le site de la métropole, telle chose sur Twitter, sur Facebook, sur ça. Mais ben, oui, on s'aperçoit que allez, Mathieu, on peut témoigner ensemble que pour se remettre en relation tous les deux, on a eu quelques difficultés puisque ça ne fonctionnait pas. La technique a été compliquée. Ouais. C'était compliqué, alors que bon, voilà, on l'utilise régulièrement. Donc imaginez quelqu'un qui n'a plus d'ordinateur, qui n'en a pas, les enfants sont pas là. Les enfants sont pas là. Ou les petits-enfants, qui des fois guident les grands-parents ou les parents sur les problèmes numériques informatiques, c'est les enfants. Donc vraiment, ça, il va falloir, ces deux piliers, ces deux sujets fondamentaux, ces deux piliers fondamentaux, la preuve que non, mais ces deux piliers qui semblaient insubmersibles, qui semblaient acquis complètement, qui est la délocalisation, la libéralisation outrance des produits manufacturés, il va falloir y revenir, ça on le voit. Et puis sur le numérique, il va falloir aussi qu'on se pose aussi les bonnes questions et que nous, municipalités, métropoles, départements, enfin dans tous les cas, au moins ces trois collectivités, même si je rappelle que la métropole n'est pas une collectivité, parce que certains me diront que je vais vite, mais que ces trois entités-là, qui sont les entités de la proximité, il va falloir quand même travailler ardemment à bien comprendre qui est connecté au sens global du terme, qui est connecté ou numériquement ou pas numériquement. Et voilà, on s'aperçoit aujourd'hui que, par exemple, le journal local, comme il n'est pas diffusé tous les jours, ben, ça va poser un problème. Bien sûr. La crise renforce les inégalités, justement. Donc, faut aller vers une société plus solidaire. C'est un peu l'enseignement de cette période aussi. Plus solidaire et puis surtout dans la solidarité, bien s'assurer que il n'y en a pas un seul qui est sur le bord de la route. Voilà. Alors, ce un seul, c'est qui? Je donne un exemple. Je suis pas allé bien loin parce que je veux respecter, comme tout le monde, les règles de confinement, même si, dans le cadre de mon mandat, je suis bien obligé de me déplacer. Mais
je suis allé voir mes voisins. Et au troisième voisin, Mathieu, au troisième voisin, pas au 153e, d'ailleurs j'en ai fait que 7 ou 8, ben, c'était déjà un couple qui n'avait pas les moyens d'aller se ravitailler pendant le confinement. Mhm. Madame avait 91 ans, monsieur 102 ans, madame était tombée une semaine plus tôt sur sa terrasse, il ne pouvait plus se déplacer. Pas d'enfant, pas d'enfant, pas de relation suffisamment forte avec le voisinage. Voilà. Donc je me dis, mais si au bout du quatrième mois, si je tombe sur lui, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'embarras. Je rappelle aussi, parce que on a tous un miroir déformant de ce que est la société, et particulièrement une ville comme Tours. Il y a aujourd'hui, sur 139 000 habitants, il y a 23 000 personnes, 23 000, qui vivent seuls, Mhm. qui vivent seuls. Ceux-là, on ne les croise pas tous les jours, hein, et pas souvent. Et parmi ces personnes seules, il y a évidemment des gens qui ont plus de 75 ans, il y a évidemment des gens qui sont en fragilité sociale pour des raisons économiques, il y a évidemment des personnes handicapées. Et quand elles ne sont pas handicapées au sens administratif du terme, parce qu'elles peuvent être phobiques ou ne pas avoir envie de sortir, la vie peut être compliquée. Bon, donc vous imaginez à Tours, il y a 23 000 personnes sur 135 000 qui vivent seules. Bon, il y a ceux qui vivent seuls, et puis il y a ceux qui ont plus de 80 à peu près, parce que désormais, c'est bien heureux de nos sociétés quand même, sous 80 ans, souvent on reste en forme à peu près correcte, à peu près, hein, parce que c'est pas universel, mais voilà. Donc, moi, mon obsession, et j'allais dire un peu mon angoisse, pour tout vous dire, enfin à défaut d'angoisse, mon inquiétude, c'est surtout qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Voilà. Personne. Voilà. Pas une personne. Les sans-abri, on leur a trouvé des solutions avec la préfecture pour qu'il y ait un endroit, notamment le gymnase Raco, où on a fourni à la Croix-Rouge notamment les équipements nécessaires Mhm. pour être sûr qu'ils soient bien rassemblés sous le même toit, avec évidemment toute la distanciation sociale, même si chez les sans-abri, c'est pas quelque chose qui est très partagé, hein, bon. Mais néanmoins, donc les sans-abri, les plus démunis, les plus âgés. Vous trouvez que les Tourangeaux respectent plutôt bien ces règles sanitaires? Oui, les Tourangeaux respectent plutôt bien. Il y a le sujet du couvre-feu qui est venu aussi, qui n'est pas une nécessité tourangelle. C'était voilà, une des Là, questions suivantes, est-ce là que vous allez le encore, demander? j'en discute avec mes collègues maires. Il y en a qui ont pris des arrêtés de couvre-feu, hein, un peu partout. Euh, Aujourd'hui, ça ne me semble pas nécessaire. Les Tourangeaux sont assez responsables. Oui, on a encore quelques poches. Notamment malheureusement les mêmes poches qui en temps normal exaspèrent les citoyens, c'est-à-dire le deal de drogue. Et malheureusement, le deal de drogue ne s'arrête pas avec l'épidémie. Mhm. Donc voilà, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer d'ailleurs, hein. Quand on est dans un quartier à vendre de la drogue, c'est qu'on a un espoir en la société qui est faible. Et donc, finalement, l'épidémie, on s'en fiche un petit peu. Donc, il faut qu'on trouve la bonne mesure, nous, avec la police nationale et la police municipale, pour au maximum faire rentrer ces gens chez eux, sachant que c'est souvent dans des quartiers où on vit à plusieurs dans un nombre de mètres carrés réduit. Donc, voilà, il faut là encore, On parlait d'inégalité, le confinement là joue clairement sur le côté inégalitaire, enfin, entre habiter dans un appartement et une bah, maison avec jardin, c'est pas la même chose. oui, oui, pour en plaisanter, je disais à des amis qui avaient une petite maison avec un jardin, c'est que la maison avait pris 30% de sa valeur. Mhm. Parce que, évidemment, au sortir du confinement, pouvoir avoir 50 mètres carrés de jardin au grand air, ça change tout. Donc là, il y a une inégalité. Je pense que c'est pas une inégalité pour être. Bon, il vaut mieux être sincère. Autant je vous ai parlé des sujets sur lesquels je pense qu'on peut avoir un vrai, comment dire, sur lesquels on peut agir, une véritable Mhm. action. La relocalisation des industries, l'information, on en a parlé, tous les sujets qu'on a déjà abordés. En revanche, sur le bâtiment, il restera. Je ne vois pas que demain on puisse faire en sorte que dans n'importe quelle ville, parce qu'il y a un problème écologique derrière, après sous-jacent, qui est extrêmement important, que chacun ait son logement Bien et sûr, oui, son jardin qui va tout à avec. fait, ouais. Donc, est-ce que c'est une inégalité? Pas au sens strict,
parce qu'il y a aussi des gens qui choisissent, qui sont plus aisés et qui choisissent d'habiter en appartement, mais évidemment la surface joue un rôle. Et ça, c'est un dossier qui est beaucoup plus complexe que les deux sujets qu'on a abordés tout à l'heure, parce qu'on sait que en matière écologique, l'étalement urbain est une catastrophe au niveau écologique pur, hein. Donc, si on veut plus de place pour chacun, il faut s'étaler. Voilà, c'est une banalité, mais Oui, je dis, hein. c'est un vaste débat en effet, mais qui serait. Si on s'étale, il faut que les mobilités accompagnent. Tout à Or, fait. c'est bien qu'en sortie de crise, on ne pourra pas tout faire. Peut-être que la vie changera après cette épidémie, en partie, mais en partie seulement. On ne va pas tout changer non plus, hein. Donc, il faut aussi qu'on continue à vivre demain. Pour avancer un petit peu, parce que le temps passe malgré tout, même si c'est Ouais. intéressant, on pourrait faire un grand débat dessus. En tant que président du CHU, pour l'instant, la situation au niveau du CHRU de Tours. Le CHRU de Tours, il est comme tous les CHU de l'ouest de la France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas saturé. Hmm. Voilà, On les accueille professeurs. d'ailleurs des malades d'autres régions là, depuis aujourd'hui. Oui, on va en accueillir. Et c'est tant mieux, c'est aussi ça la solidarité. Mhm. Et là, je fais un petit point comment dire, de philosophie. J'ai rencontré ce matin des gens sur les marchés qui étaient inquiets de cette situation, qui disaient oh là là, mais on va importer le coronavirus d'ailleurs. Oui, c'est aussi ça la solidarité. Bon, donc on a un CHU qu'on connaît à Tours, qui fonctionne bien, qui fonctionne avec, là aussi l'épidémie changera la donne, qui fonctionne, qui est en déficit, hein, le CHU. Qui est vous savez, il y a 32 CHU en France, je crois qu'il y en a 31 en déficit. Là aussi, ça changera la donne, ça changera la façon de voir les choses demain. Donc, on le regardera de près. En tous les cas, effectivement, cette épidémie va changer la donne dans de nombreux domaines. Ne faisons pas en sorte non plus que ce changement de donne théorique, on verra dans 3, 4, 5, 6 semaines, donne des espoirs délirants. Parce que derrière l'espoir, il y a l'espoir déçu, et l'espoir déçu, c'est catastrophique. Toujours catastrophique. L'espoir déçu, c'est quelque part, on va pas refaire le monde ce soir, mais c'est quelque part les gilets jaunes. C'est des gens à qui on a donné un espoir d'une vie agréable, à 25 km des villes-centres, etc., et à qui on a dit brutalement, ça va plus être possible. C'est ça l'espoir déçu. Attention que brassons les idées, parce que c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de brasser les idées, de discuter de comme on le fait ce soir. Ce que vous voulez dire, c'est ne pas promettre ce qu'on ne peut pas promettre, c'est ça? Oh là, voilà, dire attention, attention. D'accord. On s'est vu la dernière fois, Christophe Boucher, vous étiez on était au premier tour de l'élection municipale, ça a été reporté depuis. Est-ce qu'on peut faire un petit laïus rapidement sur l'élection? Pour l'instant, elle est mise en stand-by. On ne sait pas quand aura lieu le deuxième tour. Oui. Alors d'abord, vous imaginez bien que pour moi, comme pour beaucoup, c'est devenu un sujet très secondaire, heureusement d'ailleurs. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de la cellule administrative de crise et de la cellule de la métropole. Tous les élus de la ville de Tours, tous les élus, les 55, y compris l'opposition. Surtout, oui, enfin, j'allais dire surtout, oui, et l'opposition, ils font partie des 55 conseils municipaux. Un conseil municipal, c'est sa majorité et son opposition. Sont informés au quotidien de toutes les mesures qui sont prises en mairie de Tours et que je prends évidemment en leur nom. Donc ça, c'est important. Sur les élections, le sujet maintenant principal, c'est de savoir est-ce qu'elles auront lieu en juin pour un deuxième tour ou est-ce qu'elles auront lieu à un autre moment pour avec une élection globale, premier, deuxième tour. L'élection globale, ouais. Donc voilà, donc je crains que parce que je pense que pour les organismes, je suis désolé, mais il faut aussi penser à soi. Pour les organismes et pour la fatigue mentale, pour la charge mentale, ça aurait été bien de le faire en juin. Voilà, on aurait mis fin à un dispositif de transition démocratique. Je crains que ce ne soit pas possible. Parce que il faut que. Qu'est-ce qui s'est passé au premier tour? Au premier tour, il s'est passé qu'on
on avait des élections un peu tronquées, 33% de participation à un tour. On le rappelle, c'est un score très faible. très faibles, et puis bon voilà, avec surtout dans ce score très faible des disparités très fortes. Alors que, évidemment, quand le Premier ministre dit la veille du scrutin aux gens de 70 ans de ne plus sortir, ben, ça veut dire qu'une partie de l'électorat n'est pas sortie. C'est normal. On leur dit que leur vie est en péril d'un côté et de l'autre côté qu'il y a des élections. Entre leur vie et les élections, les gens sont souvent très citoyens, ont un sens civique très fort, mais de là à jouer leur vie sur ce sujet-là, pas sûr. Donc maintenant, on va attendre le décret qui doit fixer la tenue ou pas des prochaines élections, c'est le 27 mai. Ça sera le Conseil des ministres du 27 mai. Donc, dans l'attente du 27 mai, il faut être concentré sur tous les dispositifs qui sont liés à l'épidémie. Et puis, au 27 mai, on aura une semaine, un peu plus, le cas échéant, pour se remettre en route, pour être prêt le 8 juin, qui sera le début de la campagne du deuxième tour. Le temps électoral reviendra à ce moment-là. Oui, il reviendra, parce que pour être sincère avec vous, j'y crois peu. Mais nous verrons. D'accord. Nous verrons. Dernière question, au niveau de la ville de Tours, ce que je ne vous souhaite pas, ce que je ne souhaite pas aux élus, si jamais voilà, vous tombiez malade ou quelqu'un d'autre, il y a des situations de remplacement qui ont été anticipées, des choses comme ça? Oui, alors d'abord, légalement, la première adjointe, en l'occurrence, parce que c'est une première adjointe, Marion Nicolet-Cabane, a tout pouvoir pour remplacer le maire s'il est empêché. C'est le cas d'ailleurs en toute période. Hein. C'est d'ailleurs le cas quand je suis en vacances. Hein. C'est la première adjointe qui est aux commandes. Et puis, ainsi de suite. Alors, si la première adjointe, si j'étais malade et si la première adjointe l'était, ça serait le deuxième adjoint et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'on en arrive là, mais c'est prévu. Voilà. Je vous pose la question parce que des lecteurs nous l'ont posé justement par message. Oui, mais ils ont raison de la poser, elle est vitale. Et on sait aussi que dans ces moments-là, les gens, les citoyens se rattachent à la fois à la municipalité, à la mairie, au bâtiment d'ailleurs même, hein, et puis se rattachent aussi à la personne de leur maire. Donc on sait aussi que c'est un signal fort, hein. Effectivement, l'état de santé de celui qu'on imagine être comme disposant de la vertu protectrice. Hein, donc ça, c'est évidemment important. Vraiment, pardon. Tout dernier point très très rapidement sur l'économie. Là, les commerces, évidemment, sont fermés. Il va y avoir un véritable impact très difficile, je pense, pour beaucoup d'entreprises. Là-dessus, quel est votre regard? Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec les représentants? Alors, des contacts, oui, ils sont réguliers, parce que je vous ai dit, hein, j'ai passé aujourd'hui 2 heures sur le marché côtier, où il y a déjà des commerçants non sédentaires, où j'ai d'ailleurs rencontré des commerçants sédentaires, mais qui étaient fermés. La question qui va se poser, pour Tours particulièrement, c'est que l'une des caractéristiques puissantes de la ville de Tours, c'est son petit commerce. C'est 2000 commerces. Je rappelle toujours, parce que c'est le premier employeur de la région Centre-Val de Loire. 10 000 emplois à peu près, c'est ça. 10 000 emplois, hein, 10 000 personnes qui travaillent dans le commerce de proximité dans le centre-ville élargi. Donc, évidemment, le redémarrage de l'ensemble de ce dispositif-là, de ces commerces-là, il va être particulièrement important. Voir comment on redémarre. Aujourd'hui, les économistes, déjà pour l'ensemble de l'économie globale, sont un peu divisés sur la reprise. D'abord, est-ce qu'on va reprendre immédiatement d'abord, sur la date du confinement. On voit bien qu'on a pris du retard dans l'Ouest. Heureusement pour l'épidémie. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui est attachée à ça, c'est que le confinement peut-être durera plus longtemps. Parce que si l'épidémie n'est pas complètement passée, l'Est aujourd'hui, les Hauts-de-France, l'Île-de-France est en train d'essuyer le gros, ce qui veut dire aussi, comme vous le savez, que sur le plan sanitaire, il s'auto-immunise. Donc nous, si on est en retard, on aura la vague après coup. On aura peut-être les bienfaits du confinement, on aura peut-être plus de bienfaits du confinement, mais on aura peut-être aussi plus d'effets retard. Et là, ça va être compliqué parce que si on va au-delà du 30 mai, la saison touristique, pour les restaurateurs, pour les bars, la guinguette de Tours, prenons un exemple, bref, pour l'ensemble, la foire de Tours. Culturel aussi, oui, tout à fait, ouais. Voilà.
ça va être terrible. Donc il va falloir qu'on est en train de travailler avec la métropole, les services de la métropole, les services de la ville, avec Philippe Briand, le président de la métropole, avec Thibault Coulon, qui est le vice-président en charge de l'économie, à un plan de réamorçage. Puisqu'il va falloir regarder. Alors, il y a des sujets très simples, hein, sur lesquels on pourra travailler, enfin, dans lesquels on sait qu'on pourra facilement travailler, c'est comment étaler les dettes de chacun. Mais étaler les dettes de chacun, vraisemblablement, ne suffira pas à sauver beaucoup des toutes petites entreprises, de bouche, les commerces de vêtements, etc., les restaurants, etc. Donc, on est en train de réfléchir à une somme de mesures. Comment on fait pour que eux puissent redémarrer correctement, point 1. Et point 2, il ne faut pas l'oublier, moi je suis en train de beaucoup de chercher, beaucoup phosphorer avec mes équipes, c'est qu'est-ce qu'on crée comme conditions dans la ville pour que ça redémarre bien. C'est-à-dire que comment on encourage finalement les Tourangeaux eux-mêmes à faire redémarrer la machine. D'accord. Hein. Donc ça va être des points extrêmement importants. Là aussi, ça va être pour nous une expérience intéressante de ce point de vue-là. Comment on fait en sorte que ça redémarre. Que ça puisse reprendre. Très bien. Eh bien, Christophe Boucher, merci pour cet entretien. On se tient au courant, on aura l'occasion de reparler de toutes ces modalités là. Et suivez-nous sur 37 degrés tous les jours et InfoTour. On vous tient informé de toutes les situations, de toute l'évolution de la situation et des informations factuelles et officielles. Merci à tous. Merci. Et prenez soin de vous. Exactement. Et prenez soin de vous tous. Hein. Voilà, il faut le dire. Merci Christophe Boucher, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.